Et mon invité pour commenter l'actualité ce soir, Florent Philippot, vice-président du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur CNews. On commence par ce qui était attendu, mais ce qui a été officialisé aujourd'hui. Manuel Valls votera donc Emmanuel Macron dès le premier tour. L'ancien Premier ministre veut prendre ses responsabilités, dit-il, face au niveau élevé du Front National. Voilà comment il justifie son vote. C'était ce matin. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que... Pas de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de raison. Je ne prendrai aucun risque pour la République. Je ne prendrai aucun risque pour la France. Je ne veux pas, le soir du premier tour, que nous nous retrouvions, que je me retrouve, parce que c'est aussi possible face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen. Alors voilà, c'est vous, enfin c'est Marine Le Pen, le Front National, qui pousse Manuel Valls à voter Emmanuel Macron. Votre réaction ? Ils n'ont pas beaucoup d'imagination quand même. Ils n'ont pas grand-chose à proposer de concret aux Français. Et leur seul programme, en fait, c'est comment contrer Marine Le Pen. Ça ne fait pas une politique, ça ne fait pas un projet pour la France. Et puis, bon, si vous voulez, ça montre que M. Valls est un homme qui n'a pas de parole. Il a quand même, on a retrouvé sa signature sur le document de la primaire qui disait qu'il s'engageait solennellement sur l'honneur à soutenir le candidat qui gagnerait la primaire. Il l'a redit, il ne le fait pas. Je pense qu'il y a quelques millions d'électeurs de la primaire de gauche qui se sentent ce soir trompés. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que M. Macron est bien le candidat du système, le candidat du quinquennat, le candidat du bilan de François Hollande, parce que ça commence à en faire beaucoup, des vieilles gloires du hollandisme ou du système qui le rallient. M. Valls, les ministres de François Hollande, Le Drian, Le Guen, Pompili, François de Rugy. Il y en a un peu à droite et un peu au centre. Oui, alors on va chercher M. Douste-Blazy, M. Madeleine, M. Robert Rue, Perben, M. Attali, Perben, etc. Bon, je ne crois pas que cela, c'est-à-dire un concentré de 30 ans de vie politique française, ça fasse une espérance ou ça représente l'avenir. Je pense que ça représente le passé. Alors justement, Emmanuel Macron, il a accueilli ce soutien supplémentaire du bout des doigts. Il assure qu'il restera garant du renouvellement des visages. En tout cas, du côté du PS, on voit rouge. Jean-Christophe Cambadélis se dit triste. Benoît Hamon fustige le jeu morbide de son ancien challenger à la primaire de la gauche et appelle au rassemblement. Hugues Dago. Il ne reste donc plus rien de ce geste fort le soir du deuxième tour de la primaire de la gauche. Face au soutien de Manuel Valls pour Emmanuel Macron, Benoît Hamon lance une fois de plus un appel au rassemblement. J'appelle les sociaux-démocrates intimement attachés au progrès social et à la démocratie, mais aussi le Parti communiste, les communistes et Pierre Laurent, les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon à réunir leurs forces aux miennes. Sauf que Jean-Luc Mélenchon l'a dit et répété, il n'est pas question qu'il retire sa candidature. Au Parti communiste, la porte semble ouverte. Première proposition, c'est la rencontre à 4. Que nous puissions, dans les toutes prochaines heures, nous retrouver Jean-Luc Mélenchon, qui fait une très belle campagne, qui est en dynamique, Benoît Hamon, qui vient de lancer un appel, Yannick Jadot, et Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Clarification pour certains, manque d'honneur pour d'autres, comme Arnaud Montebourg. Cette prise de position de Manuel Valls marque une fois de plus la ligne de fracture entre les deux ailes du Parti socialiste. Emmanuel Valls a fait le choix de quitter la gauche. C'est son choix. Il le fait dans des conditions épouvantables par rapport à la parole qu'il avait donnée aux Français au moment de la primaire, où il a menti aux Français, comme François Fillon a menti aux Français quand il a dit qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen. Donc mentir comme ça, c'est pas bien. Du côté d'En Marche, on préfère prendre ses distances. C'est une décision qu'il prend en conscience et en responsabilité au vu de cette campagne, et je m'en remercie. Et je dis en même temps que je suis fidèle à la promesse originelle de construire une offre progressiste claire et de renouveler les visages, les pratiques et les responsables. Face à l'état du Parti socialiste, son premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis appelle au calme au sein de sa famille politique. Alors, Benoît Hamon attendait la réponse de Jean-Luc Mélenchon. On prend la direction du Havre où le candidat de la France insoumise est en meeting ce soir. Vous êtes sur place, Anthony Favali. Jean-Luc Mélenchon a répondu assez clairement. Il compte bien continuer son chemin. C'est non pour se rallier à Benoît Hamon.
Eh bien oui, écoutez, c'est très simple. Après un crochet du droit reçu ce matin par Manuel Valls, Benoît Hamon reçoit ce soir un crochet du gauche de la part de Jean-Luc Mélenchon. L'union de la gauche derrière le candidat socialiste, c'est hors de question, répond Jean-Luc Mélenchon. Je suis fidèle à la parole donnée à ceux qui m'ont appuyé. C'est à vous que j'ai fait ma promesse. Jean-Luc Mélenchon qui s'appuie donc sur ses plus de 340 000 soutiens dans cette campagne et qui n'entend pas faire le tri dans ses propositions pour un quelconque arrangement. Je vous propose de l'écouter. Vous avez regardé ce qui se parle. J'ai marché avec vous mon chemin, sans céder jamais à rien. Eh bien, je ne vais pas commencer aujourd'hui à faire le contraire ou à m'engager dans je ne sais quel improbable arrangement qu'on me suggère de faire. Je ne dépends que de vous et je ne négocierai rien avec personne à aucun moment à cette étape. J'ai ma propre paye avec eux. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'affirme, il n'est même plus en compétition avec Benoît Hamon. Désormais, ce qu'il veut, c'est rattraper François Fillon. Une longue tirade donc, qui s'est terminée ici par un tonnerre d'applaudissements devant plus de 5000 militants. Merci beaucoup Anthony Favalli en direct du Havre. Jean-Luc Mélenchon qui ne regarde même plus Benoît Hamon en fait. Ce qui l'intéresse, c'est François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que c'est un adversaire redouté par Marine Le Pen ? Non. Jean-Luc Mélenchon. Très honnêtement, non. C'est un adversaire. Il ne cesse de grimper dans les sondages. Oui, on a connu. Il propose lui aussi la sortie des traités européens. Oui, c'est jamais très clair d'ailleurs sur la question européenne avec Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ça n'a jamais été très clair dans sa vie parce il a voté oui à Maastricht et puis il a changé d'avis. Je pense qu'il a un problème fondamentalement avec le concept de nation. Donc forcément, quand on a un problème avec la nation, on a un problème avec la souveraineté nationale, on a un problème avec le protectionnisme, on a un problème avec la monnaie nationale. Bref, c'est pas clair. Mais si vous voulez, un programme comme celui de Mélenchon qui assume d'augmenter de 100 milliards d'euros les impôts sur 5 ans pour financer notamment une immigration absolument massive, la régularisation de tous les clandestins, je suis absolument certain que c'est pas du tout ce que veulent les Français. Je pense que les Français veulent au contraire... Vous êtes sûr que son programme, c'est régulariser tous les clandestins ? C'est écrit en toutes lettres dans son programme, régulariser tout. Enfin, lui, il les appelle les sans-papiers. Moi, je les appelle par ce qu'ils sont, c'est-à-dire des illégaux, des clandestins. Et l'augmentation de 100 milliards d'euros des impôts sur 5 ans, ça n'est pas possible. Les classes moyennes, les classes populaires sont déjà submergées d'impôts. C'est pour cela, nous avons clairement dit que nous baisserons de 10% les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, que contrairement à Macron, on n'augmentera pas la CSG, contrairement à Fillon, on n'augmentera pas la TVA, et contrairement à eux, par contre, on laissera l'ISF. Et comment vous financez alors, par exemple, l'âge de la retraite à 60 ans, dont Marine Le Pen assume le coût assez important ? Oui, en 2022, ça atteindra 17 milliards et on l'assume. 60 ans et 40 annuités pour avoir une retraite pleine. On l'assume parce qu'aujourd'hui, vous avez des générations de Français qui arrivent à 54, 55 ans dans l'entreprise, qui sont virés et qui seraient parfaitement incapables d'atteindre les 65 ans pour avoir leur retraite. Comment on le finance ? On va prendre là où aujourd'hui on fait des gabegies, où on a une dépense publique absolument nocive et pourtant colossale. Le coût de l'asile, qui a été chiffré par la Cour des comptes, qu'il faut réduire considérablement. Par exemple, le coût de l'Union européenne. On donne chaque année beaucoup plus à l'Union européenne qu'on en reçoit. C'est à peu près 9 milliards par an. Vous voyez, ça représente déjà la moitié du coût des retraites en 2022. Le coût de la fraude fiscale, de la fraude sociale. Moi, je vois des grands groupes qui ne payent pas 1 euro d'impôts en France et qui pourtant bénéficient de marchés publics de l'État ou des collectivités locales en France. Et ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, il faudra conditionner les choses. Le coût de l'Union européenne, justement, je n'avais pas prévu de vous en parler maintenant, mais puisque vous l'évoquez, le journal Le Monde, vous le savez, parle de documents qui accablent le dossier des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires européens, notamment justement en faisant des économies pour le FN sur le dos de l'Union européenne. Votre réaction ? Oui, le journal de M. Berger, c'est-à-dire un soutien revendiqué de M. Macron, encore une fois. Oui, ça c'est votre défense. Mais il y a ce mail du trésorier du Front National, Valentin Juste, à Marine Le Pen, qui lui indique de faire des économies en passant par l'Union européenne. Oui, le trésorier du Front, en 2013, il fait un document en disant oui, le fait qu'on aura des élus, ça va faire des économies au Front National. Et oui, évidemment, parce que par exemple, moi avant, j'étais salarié du Front National, puis j'ai été élu député européen, j'étais plus salarié du Front National. Donc ça a fait faire des économies au Front National. Mais c'est pas la question. Et il écrit également, il y aura des reversements d'élus liés aux élections régionales et départementales, parce que normalement, vu les sondages, et c'était en 2013, on aura beaucoup plus d'élus départementaux et beaucoup plus d'élus régionaux. C'est exactement ce qui s'est passé. On a explosé notre nombre d'élus, et donc ça fait des reversements d'élus, ça fait rentrer de l'argent. Ouais, alors, par exemple, c'est ça que le journal de M. Macron appelle un scandale et un truc accablant. Mais je veux dire, ils sont devenus fous. Il y a des exemples précis. Donc Laurent Salle, assistant parlementaire de Louis Alliot, en charge officiellement de son agenda, qui n'aurait échangé aucun mail, aucun courrier avec celui qu'il est censé assister, dont il est censé gérer l'agenda.
Est-ce qu'il a été effectivement assistant parlementaire de Louis Alliot? Non, mais si vous voulez, moi je reprends pas les fausses informations de quelques journalistes militants pour argent comptant. Voilà. Surtout quand ils font la campagne de Macron de manière revendiquée. Mais là, ce sont des documents judiciaires. Oui. Alors, documents judiciaires d'ailleurs qui se retrouvent dans le journal Le Monde le lendemain. Violation du secret de l'instruction. Alors ça, c'est une chose, mais sur le fond... Ah non, mais attendez. Donc on donne des documents à des journalistes contre de l'argent? Il n'y aurait pas un système de corruption? Ça, c'est vous qui le dites, contre de l'argent. Personne j'en sais rien. n'a dit que Le Monde avait acheté ces documents. Je ne sais pas. Et violation du secret de l'instruction, mais est-ce que des gens le font gratuitement ou est-ce que c'est payé? Comment on peut gérer l'agenda de Louis Alliot sans échanger le moindre SMS, mail, coup de téléphone avec lui? Tout cela est de la diffamation. Ça fait 3 ans que cette affaire a été lancée par notre opposant au Parlement européen qui s'appelle Monsieur Schulz, socialiste allemand, grand copain de Taubira et de Valls, donc nouvel ami de Monsieur Macron d'ailleurs, et qui a dit voilà moi. Non, il soutient Benoît Hamon. Non, Valls il soutient Macron. Ah, je pensais que vous parliez de Martine. Ce qui me dérange, il l'a dit lui-même en 2014 au Parlement européen, c'est qu'il y ait des anti-Union européenne au Parlement européen, c'est qu'il y ait des souverainistes, c'est qu'il y ait des patriotes. Eh bien oui, on assume. On est des souverainistes, on est des patriotes. On ne demande pas à nos assistants parlementaires de travailler pour l'Union européenne, on leur demande de travailler contre l'Union européenne et pour la France, parce que c'est le mandat que nous avons reçu des électeurs. S'ils sont assistants parlementaires d'un élu, ils doivent bien avoir des échanges avec cet élu précisément. Ils ont des échanges avec leurs élus, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ces informations sont fausses. Mais comme toujours. Mais c'est normal dans le journal de M. Macron. Alors, pour en revenir au soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron, la réponse, on l'a vu, de Jean-Luc Mélenchon à l'appel de Benoît Hamon, c'est non pour unir leurs forces. Alors Benoît Hamon, justement, il est à Lille ce soir. Il est allé essayer de trouver un peu de réconfort auprès de Martine Aubry. Vous êtes sur place, Yohann Usaï. C'est une image importante pour le candidat socialiste, à la traîne dans les sondages, délaissé par des poids lourds du parti. L'affichage de ce soir est important pour lui. Oui, Caroline, fragilisé par les défections qui se multiplient au sein de sa propre famille politique, Benoît Hamon peut toujours compter sur Martine Aubry, la maire de Lille, qui n'a pas retenu ses coups ce soir. Le plus virulent, Emmanuel Macron, est un candidat qui aime l'argent et qui n'aime pas les gens. Discours offensif également de Benoît Hamon, vous allez l'entendre. J'avais anticipé les épreuves que je vis aujourd'hui, tente de dédramatiser le candidat du Parti socialiste. Manuel Valls, sifflé bien sûr à plusieurs reprises ce soir pour avoir annoncé son soutien à Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre et l'ancien ministre de l'économie cible donc de Benoît Hamon. Écoutez. La fidélité, ce n'est pas oublier ce qu'on vous a donné. Qu'il s'appelle François Mitterrand, Pierre Mauroy ou Michel Rocard, pour se jeter dans je ne sais quelle aventure dès le mauvais vent venu. Voilà ce qu'est la fidélité. J'ai été stupéfait, abasourdi, d'entendre dans sa bouche, hier, Emmanuel Macron déclarait « Nous n'avons pas besoin de la gauche de 1981 ni de la droite de 1934 ». Les Français non pour les diviser mais pour les rassembler. Ce meeting vient donc clore une journée noire pour Benoît Hamon, lâché pour Manuel Valls alors qu'il est donné 5e dans les sondages, au plus bas, donc derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors pour ne pas avoir donné le sentiment d'avoir déjà perdu, eh bien Benoît Hamon a un peu ironiquement annoncé la tenue d'un autre meeting ici à Lille, un autre meeting qui aurait lieu dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Yohann Usaï en direct de Lille. Vous croyez que si Marine Le Pen est au second tour, elle sera face à Benoît Hamon, comme il l'annonce, en tout cas pour sa présence à lui, pas celle de Marine Le Pen? Ça paraît aujourd'hui peu probable. Enfin, cette affaire Hamon-Macron, c'est un jeu de ping-pong entre deux anciens ministres de François Hollande, puisqu'ils ont tous les deux été ministres. Ils ne défendent pas la même politique. De François Hollande, oui. Ils n'ont pas le même programme. En tout cas, ils ont défendu le même gouvernement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, M. Macron a pris le pli, comme il l'avait déjà pris à Bercy, de la mondialisation complètement sauvage. C'est-à-dire, vous regardez son programme, c'est très effrayant. Ce qu'il appelle l'ubérisation, c'est une précarisation générale, c'est la soumission totale aux forces de la finance, de la banque et de l'Union européenne, évidemment. Et c'est vraiment l'idée que notre pays ne sera pas défendu quand on estime que la France n'a pas de culture, quand on estime qu'elle est coupable de crimes contre l'humanité, comme il l'a dit, quand on estime que l'art français, il ne l'a jamais vu. Comment voulez-vous qu'un futur éventuel chef de l'État défende avec amour, avec passion son pays, quand il estime que son propre pays n'a pas de culture? Moi, ça me dépasse complètement. Je pense que les Français vont clairement s'en rendre compte. D'aucuns prédisent la mort du Parti socialiste. Vous en pensez quoi?
Ce ne sera pas une grande perte. Il ne sert à rien dans le débat politique aujourd'hui. Vous pensez qu'il est mort, le Parti socialiste ? Oui, mais en réalité, il est mort peut-être depuis longtemps. Et peut-être que l'UMP est morte aussi depuis longtemps, parce que ces partis-là ne sont plus des forces de proposition. Ils se sont complètement alignés sur ce que veut de toute façon l'Union européenne. L'Union européenne, elle veut l'ouverture totale des frontières économiques et migratoires. L'Union européenne, elle veut que la France ne décide en rien dans aucun domaine. Et elle veut que la finance soit au contrôle, soit aux manettes. Ces partis-là ont été des courroies de transmission de cette politique et ont donc mené les mêmes politiques au pouvoir, ont trahi les référendums comme ils l'ont fait ensemble, main dans la main sur la Constitution européenne, et de toute façon se retrouvent toujours ensemble. Parce que j'ai déjà vu, moi, ce matin, Valls qui dit on pourrait travailler avec Fillon. Or, il vient de soutenir Macron. Fillon avait annoncé il y a quelques semaines qu'il pourrait prendre Macron comme ministre. Tout cela, c'est le même monde. C'est le même monde, ce qu'on appelle le système. Benoît Hamon, il dit que la France que prépare le Front National, c'est une France aux ordres, c'est une France au garde à vous. Non, c'est une France remise en ordre. C'est pas une France aux ordres, c'est une France remise en ordre. L'ordre dans les territoires, c'est-à-dire qu'on va arrêter de voir des émeutes en permanence, on va arrêter de voir des gangs qui font la loi, des quartiers, des zones de non-droit. Oui, on va rendre la tranquillité, la paix aux Français. Et puis on va remettre de l'ordre aussi dans les relations économiques et sociales qui sont terribles aujourd'hui, qui peuvent être brutales et qui conduisent à une pauvreté, un chômage de masse et à des toutes petites retraites qui ne sont pas acceptables. Alors l'Europe, on va en parler justement, puisque ça y est, le divorce est amorcé entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. C'était aujourd'hui le D-Day. La Première ministre Theresa May a envoyé à l'UE sa lettre de divorce. Le coup d'envoi du Brexit s'ouvre maintenant 2 ans de renégociation. Les explications de Jordan Klein. C'est une image qui restera gravée dans l'histoire. Theresa May, assise dans son bureau, stylo à la main. Elle signe la lettre activant l'article 50 du traité de Lisbonne. Lettre remise aujourd'hui vers 13h30 par l'ambassadeur britannique à Bruxelles, à Donald Tusk, président du Conseil européen. Conséquence, le Brexit est officiellement enclenché. Il n'y a pas de raison de faire comme si aujourd'hui était un jour heureux, ni pour Bruxelles, ni pour Londres. En ce qui me concerne, je ne ferai pas semblant d'être content aujourd'hui. À Londres, c'est à la Chambre des communes que Theresa May lance officiellement l'article 50 devant les parlementaires. C'est un moment historique. Aucun retour en arrière ne sera possible. En Allemagne, la chancelière regrette de voir le Royaume-Uni se séparer de l'Union européenne. Nous, l'Allemagne, mais aussi les autres partenaires de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, n'espérions pas que ce jour arrive. Nous perdons un membre puissant et important. Mais bien sûr, nous respectons la décision démocratique. Jean-Marc Ayrault, chef de la diplomatie française, affirme l'irréversibilité de l'Union européenne. Désormais, les Britanniques ont 2 ans pour négocier les conditions du divorce. Le 29 mars 2019, dernier délai, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. Ça vous inspire quoi de voir ce Brexit ? Ça vous fait rêver pour la France ? Oui, c'est formidable de voir un peuple qui reprend sa liberté. Vous savez, Madame May, Premier ministre, a eu une très belle formule aujourd'hui. Elle a dit « Nous allons reprendre le contrôle des choses ». Voilà, reprendre le contrôle des choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque aux peuples qui sont, eux, dans la prison encore de l'Union européenne, et qui sont dans la prison dont Mme Merkel voudrait qu'on jette les clés définitivement à la mer et qu'on puisse plus en sortir. Si, je crois qu'on va déconstruire cette affaire parce que ça n'a pas été du plus ces dernières années, ça a été du moins. Et on va reconstruire des solidarités nationales, on va reconstruire de la coopération, des projets intelligents entre les nations, mais entre des nations libres. Mme May, elle dit, moi je veux réduire par 3, diviser par 3 l'immigration légale. Elle ne pouvait pas le faire avant, elle pourra le faire demain. Elle dit, je veux faire de la relocalisation d'activités, de la relocalisation d'emplois, du patriotisme économique. Elle ne pouvait pas le faire hier, elle pourra le faire demain. Et je veux négocier moi-même mes accords commerciaux. Elle n'avait pas le droit de le faire hier, c'est Bruxelles, elle pourra le faire demain, selon ses propres intérêts. Je trouve ça formidable, moi, de retrouver cette liberté. C'est l'autre nom de la démocratie. Est-ce que vous pensez que ce Brexit joue sur cette élection présidentielle française ? Oui, je crois qu'il montre aux Français qu'effectivement, pour une fois, M. Ayrault n'a pas tort, il faut le reconnaître, il y a une irréversibilité démontrée, une réversibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'irréversibilité de l'Union européenne et il n'y a pas de fatalité à ce qu'en permanence on nous explique que la France est petite, qu'elle ne peut rien faire, etc. Non, la France, c'est la 5e puissance mondiale, c'est un membre permanent, un des 5 seuls au monde, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance qui reste une puissance industrielle, c'est une puissance militaire, c'est une puissance politique. Bien sûr qu'elle peut, et elle ne sera pas seule, mais elle sera libre. Et être libre, ça n'a pas de prix. Je crois que ça va faire réfléchir beaucoup nos compatriotes.
compatriotes, d'autant que l'apocalypse qu'on avait annoncé en cas de vote du Brexit a été complètement démenti. En même temps, c'est que le début. Là, on va voir les 2 ans de renégociation et les complications qui vont s'en suivre. Le Trésor britannique, par exemple, l'avait dit, le simple vote du Brexit va créer un tel climat d'incertitude qu'en 2016, vous aurez une récession. Puis finalement, en 2016, ils ont eu 1,8% de croissance, la plus forte du G7, largement devant la France et l'Allemagne. Et le Trésor britannique, tout penaud, a dû revenir devant les Britanniques en disant « Excusez-nous, on s'est trompé ». Non, ils ne se sont pas trompés, ils ont voulu tromper les gens pour qu'ils votent dans un certain sens. Et heureusement, les Britanniques n'ont pas été sensibles à ces pressions. Moi, j'appelle les Français en disant il y a les mêmes pressions qui s'exercent contre la démocratie, contre votre liberté de citoyen aujourd'hui en France. Ne vous laissez pas intimider, faites le choix qui est celui de votre cœur et de votre raison. Merci Florent Philippot d'être venu commenter dans le grand journal de la présidentielle sur CNews. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.